Désir Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, notre consultant Stéphanie Pay. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes sur ce plateau notre expert. Ce mois-ci, on parle de protection des données. Et il y a aussi le big data, on va y revenir. Exactement. Il y a aussi la question de l'internaute. Il y a la question de l'internaute. Et on nous a demandé ce qu'était l'épargne à l'arrondi. On va apprendre plein de choses. Est-ce que vous connaissez les 5 I? Innovation, industrie, inclusion, investissement international. À Grenoble, un forum est consacré à ces 5 I. Ce sera fin mai. Pour faire simple, c'est un lieu de rencontre entre jeunes pousses innovantes et investisseurs. Cette année, le rendez-vous est plus particulièrement consacré au deep tech, autrement dit les innovations de rupture. C'est pas clair? Eh bien, restez avec nous. Et puis, notre focus sera concentré dans cette émission sur Medialp, un groupe spécialisé dans la vente et la location de matériel de confort médical. Près d'une centaine de salariés pour une vingtaine de points de vente. Il y a encore un beau potentiel de croissance avec le vieillissement annoncé de la population. Voilà pour le sommaire. Allez, c'est parti pour Classe Affaires. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage dans le club de l'économie en Isère. Les données numériques à l'heure du big data, voilà un trésor de plus en plus précieux. Nos vies quotidiennes, nos habitudes de consommation, les secrets stratégiques de nos entreprises, tout ça passe par le numérique. La protection de ces données est donc plus que jamais essentielle. Et dans quelques semaines, entrera en vigueur une nouvelle réglementation européenne. Stéphanie, on va peut-être commencer par réexpliquer ce fameux big data. Oui, alors même s'il n'y a pas vraiment de définition très précise du big data, en fait, ça désigne des masses très importantes de données qui sont traitées et analysées pour en produire des informations raffinées. On peut prendre l'image du raffinage. Comme le pétrole, pour être utilisé par différentes industries. En fait, il y a 3 caractéristiques du big data. C'est ce qu'on appelle les 3 V, le volume, la variété et la vélocité. Alors le volume, c'est la quantité, ça on en a déjà parlé, c'est assez facile. C'est assez facile, mais il faut bien avoir en tête que le big data, c'est un peu le contraire de l'échantillonnage. C'est-à-dire que quand je fais des sondages, je prends quelques éléments d'une population et je fais des extrapolations. Là, je prends tout et je triture. C'est vraiment donc le volume est très important. La variété, c'est les formats. C'est-à-dire, je vais avoir des formats de données qui sont cadrés dans des systèmes d'information, mais je vais aussi avoir des formats qui sont issus de ma consultation, mes consultations sur mon smartphone, par exemple. Je vais avoir des données de localisation via mon GPS. Enfin, c'est vraiment la forme très très variée de ces données qui est très, j'allais dire, en rupture par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent, où c'était des données qui étaient exprimées dans des systèmes d'information, dans des champs qui étaient bien classifiés, qui étaient bien carrés. Là, on en a un peu dans tous les sens, si je puis dire. Et puis la vélocité, c'est bien évidemment la rapidité de production. C'est à la fois la rapidité avec laquelle ces données sont mises à jour et sont produites, et la rapidité avec laquelle on les traite. Et donc, on en fait justement de l'information et on transforme de l'information en données. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il faut maintenant encadrer, réglementer ? Alors, pour 2 raisons. D'abord parce qu'à l'échelle européenne, les réglementations sont très différentes, donc il fallait harmoniser les réglementations européennes. Et la deuxième raison qui est la plus importante, c'est qu'il faut protéger et sécuriser ces données, et notamment ce qu'on appelle les données personnelles. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des données qui sont utilisées sont des données sur lesquelles nous n'avons plus prise, elles nous concernent nous, mais nous n'avons plus prise, on n'a pas systématiquement toujours autorisé un prestataire à utiliser ces données. Et donc, c'est vraiment le fondement de cette réglementation. La réglementation, d'ailleurs, a pour objectif d'essayer d'inciter les entreprises qui utilisent ces données à avoir un comportement responsable. En fait, on inverse un peu la logique préalable à ce qui existait en France
avec la CNIL, où en fait, quand on mettait en place des traitements sur des données, une entreprise devait déclarer auprès de la CNIL et recevait donc l'autorisation de faire ce traitement. Là maintenant, on va demander aux entreprises d'avoir ce qu'on appelle le privacy by design en anglais, c'est-à-dire que les traitements doivent être construits pour garantir la protection de ces données. Et on verra, ça inverse complètement la charge de la preuve. Bon, la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Alors, vous le disiez, le but, c'est de responsabiliser les entreprises. Et l'outil, ça va être ce RGPD. Alors, exactement. Le RGPD, donc c'est le Règlement général pour la protection des données. Ça, faut l'apprendre par cœur parce que dans les dîners en ville, c'est très chic. Ah, c'est très classe. C'est très, très classe. Donc, il va rentrer en vigueur le 25 mai prochain. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il ne s'applique pas que aux entreprises européennes, mais il s'applique à toutes les entreprises qui traitent des données afférentes à des ressortissants européens. Et donc là, on voit finalement l'Europe qui se comporte un peu comme les États-Unis. Ça, c'était une grande habitude des États-Unis, hein, de ne pas être uniquement sur la territorialité, enfin voilà, la nationalité, la territorialité, tout ça est un peu confusant. L'Europe se comporte de la même façon. Et puis, c'est une réforme en profondeur, puisque je le disais tout à l'heure, c'est une inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que jusqu'à présent, alors notamment en France, hein, sous le régime de la CNIL que vous avez décrit tout à l'heure, en fait, moi, citoyen, j'ai la sensation qu'on a utilisé mes données, comme dirait l'autre, à l'insu de mon plein gré. En tout cas, je n'ai pas donné d'autorisation. Il faut que j'aille faire la preuve que l'entreprise n'a pas utilisé correctement ces données ou elle les a utilisées de façon abusive. Désormais, ce sont les entreprises qui doivent apporter la preuve que dès la conception des traitements informatiques, elles respectent bien les caractéristiques qui sont décrites dans le RGPD. Alors, quelles sont les données qui seront visées par ce nouveau règlement, ce RGPD? Alors, juste avant, il faut que les personnes soient informées, il faut qu'elles donnent leur consentement, c'est ça qui change aussi beaucoup, hein, et tout vol ou perte de données doit être déclaré impérativement dans les 72 heures. Hein. Ça, c'est les fondamentaux, c'est ça, ce que va vraiment, prévoir voilà, c'est les fondamentaux du règlement. Et puis, très important aussi, possibilité pour chacun d'entre nous de récupérer nos données. Hein, ça, c'est quelque chose de très important. Alors, pour répondre à votre question, quelles sont les données qui sont visées par le nouveau règlement? Eh bien, ce sont toutes les informations qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'adresse, la géolocalisation, l'adresse électronique, les cookies, des numéros d'identification, enfin, c'est vraiment tout ce qui peut permettre de vous identifier. Et puis, je rappelle, parce que c'est très important, hein, le traitement des données à caractère personnel, qui révélerait l'origine raciale ou ethnique, les préférences politiques, les préférences sexuelles, les convictions religieuses ou philosophiques, les appartenances syndicales, ainsi que le traitement bien évidemment des données génétiques, biométriques et de santé, sont interdits, sauf des cas très très spécifiques. Donc là vraiment, on respecte l'intimité de l'individu. Alors quelles mesures pour les entreprises? Comment est-ce qu'elles doivent procéder pour se mettre en conformité, puisque ce règlement-là, il arrive, hein? Alors effectivement, on commence à en parler vraiment beaucoup, même si c'est dans quelques jours maintenant. D'abord, il faut faire une cartographie de ces données et de ces traitements informatiques, c'est-à-dire savoir où sont les données, comment elles sont, combinées entre elles et pour produire quel type de traitement, qui peut y avoir accès et où on peut les trouver. Donc il faut vraiment faire une cartographie. La deuxième chose, c'est qu'on voit apparaître une nouvelle fonction qui est obligatoire, c'est le Data Protection Officer, c'est-à-dire la personne qui est chargée de la protection de la protection des données dans l'entreprise. Et puis bien évidemment, il y a un gros impact managérial et culturel puisque les entreprises doivent sensibiliser leurs collaborateurs sur les conditions d'utilisation des données après la mise en place du RGPD. Bon, cette mise en conformité donc avec ce RGPD, elle est fastidieuse, on le voit bien. Il y a une date limite le 25 mai. Est-ce que les entreprises seront prêtes? Alors, il y a une étude qui a été faite par une société américaine, NetApp, qui révélait en mars 2018, donc c'est il n'y a pas très longtemps, que 67% des entreprises interrogées redoutaient de ne pas pouvoir se conformer à la réglementation en temps et heure. Et encore, ça n'était que des entreprises supérieures à 100 salariés. Donc on peut imaginer que pour des plus petites entreprises, ça peut être un peu plus compliqué. Au demeurant, je pense qu'il y aura une forme de délai de grâce. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire qu'on a une feuille de route. Si on est capable de montrer un plan d'action, on ne sera pas retoqué. Parce qu'il faut avoir en tête que les pénalités
pour non-respect de la réglementation du RGPD sont extrêmement importantes, puisqu'elles peuvent aller de 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise ou de 10 à 20 millions, et que les entreprises encourent aussi des sanctions administratives, voire des obligations de rectification des données en cas d'utilisation abusive ou de suppression des données qui ont été incriminées. Et puis bien évidemment, après, il peut y avoir toutes les amendes pour réparation des préjudices subis en justice. Bon, on rappelle que c'est un règlement européen. Est-ce que ça ne va pas freiner l'expansion de ce big data ? Je ne pense pas, ça va le réguler. Et en plus de ça, d'abord, ça va peut-être rapporter un peu de confiance sur ce sujet auprès des utilisateurs. Et puis, finalement, ça crée de nouveaux business. C'est-à-dire qu'on voit arriver sur le marché des startups qui se préoccupent de gérer vos identifiants sur Internet, de gérer vos données personnelles, d'anonymiser vos données personnelles. Enfin, il y a un vrai apparaissent finalement. Exactement. Et d'ailleurs, il y avait des entrepreneurs qui avaient eu, cette intuition qu'un jour le fait d'être très rigoureux par rapport à l'utilisation des données personnelles serait très important. J'en cite 2 pour terminer. C'est les startups françaises Quant, qui est un moteur de recherche qui protège les libertés et ses utilisateurs, contrairement à d'autres moteurs de recherche que je ne citerai pas, mais qui le protègent moins. Et puis une autre société qui s'appelle Novathings et qui, elle, met à disposition un cloud personnel, mais qui est moins falsifiable, dans lequel les données sont plus protégées. Donc voilà, comme des d'habitude. startups qui ont eu du nez. Exactement. Merci Stéphanie. La gestion des données numériques, voilà un sujet dont on n'a pas fini de reparler. Ce fameux or noir, comme on l'appelle maintenant, caractérisé par son volume, sa variété et sa vélocité. On a bien retenu la règle des 3 V. Et on passe des 3V aux 5I, du nom du forum qui se tiendra à Grenoble le 31 mai, parce que l'industrie de demain se prépare aujourd'hui. Alors inévitablement, elle sera plus connectée, plus écologique. Cette année, ce sont les innovations de rupture qui sont mises en avant dans ce forum 5I, ces fameuses Deep Tech que l'on va apprendre à mieux cerner, avec 3 invités. Christine Vaca, la directrice du pôle incubation Linxium, Sophie Rivoirard, qui porte un projet qui s'appelle Récupter, et Camille Crouzet, qui lui porte un projet baptisé Imagine. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Merci d'être nos invités. On va apprendre à mieux connaître ces fameuses Deep Tech. Christine Vaca, d'abord un mot sur Linxium. C'est en fait un incubateur qui aide les jeunes startups innovantes dans ce domaine précis des Deep Tech. Oui, pour partie, parce que c'est un petit peu plus large qu'un incubateur. Donc, Linxium est une SATT, c'est-à-dire une société d'accélération de transfert de technologie entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Le monde académique, ça veut dire que nos actionnaires fondateurs, en fait, sont l'Université Grenoble-Alpes, le CNRS, le CEA, l'INRIA, l'Université Savoie-Mont-Blanc, Grenoble-ILP. Et donc, nous allons dans les laboratoires académiques avec ces établissements pour sélectionner des technologies qui nous semblent prometteuses, et avec les chercheurs qui ont envie de valoriser et de transférer ces technologies, eh bien, nous allons dans un premier temps investir pour une phase de maturation et ensuite passer à une phase d'incubation, et c'est là que j'interviens plus précisément, pour accompagner donc des entrepreneurs qui veulent créer leur start-up, effectivement. Alors, quand on parle de transfert de technologie, il faut bien comprendre que c'est cette étape très délicate entre la mise au point d'un procédé et son exploitation, sa mise en exploitation précisément, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée de transférer des technologies, des briques technologiques qui vont être embarquées dans des futurs produits qui vont être donc mis sur le marché par l'entreprise qui sera le récepteur des technologies qui auront été maturées au préalable. Alors, Linxium a été créé en 2005, je crois. Quel est le bilan, là ? Alors, en bilan, donc, nous avons investi sur plus d'une centaine de projets qui ont donné lieu pour le moment à nos premières 25 startups dans tous les domaines, donc dans le domaine des medtech, des biotech, santé en général, dans le domaine du numérique, dans le domaine des matériaux, dans le domaine des sciences de l'ingénieur, de l'environnement également. Et puis, voilà, nous avons pour ambition de contribuer sur un rythme annuel à plus d'une vingtaine de créations de start-up par an. Alors, depuis le début, c'est quoi ? C'est une vingtaine de millions d'euros qui ont été investis. Absolument, oui. Donc, sur ces 2 phases, comme je le disais, de maturation et d'incubation.
Alors on en vient à ces fameuses deep tech qu'on pourrait traduire par innovation profonde, mais ça ne nous éclaire pas vraiment. Alors je compte sur vous. Qu'est-ce que c'est ces deep tech ? Alors, les startups deep tech sont des startups un petit peu particulières. Si on veut essayer de se repérer, on pourrait dire qu'il y a des startups low-tech, des startups high-tech, et puis pourquoi pas des startups deep tech. Voilà, c'est un petit peu facile par le biais de cette échelle de se repérer. La start-up low-tech, pour qu'on l'évacue rapidement, je dirais de façon abusive, mais sans jugement de valeur, que c'est une société qui vendrait des fruits déshydratés sur Internet, parce que j'ai eu l'occasion d'entendre certains journalistes dire que c'était une start-up. Alors pourquoi pas ? Donc voilà ce qu'on pourrait dire éventuellement sur une start-up deep tech. Low-tech, pardon, low-tech. Une start-up high-tech, c'est une start-up qui va en général intégrer un certain nombre de briques technologiques, mais plutôt existantes, et qui, donc, par cette intégration un petit peu inédite de briques technologiques, eh bien, va quand même contribuer à mettre sur le marché une innovation qui sera, pour le coup, quand même différenciée par rapport à ce qui est évidemment proposé. Et puis, on a la start-up deep tech. Alors, nos fameuses deep tech, voilà. Cette technologie de rupture. Voilà, qui, en termes de critères, donc va avoir un premier critère qui est lié à l'importance de la technologie, puisque la start-up deep tech va valoriser, intégrer dans ses produits ou dans ses procédés des technologies que l'on appelle de rupture par rapport à l'état de l'art technologique. Ce sont des technologies qui, en général, ont fait l'objet de travaux de recherche et de développement pendant des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années au sein de laboratoires, et notamment de laboratoires académiques. Donc, la start-up deep tech trouve très souvent son origine au sein de laboratoires académiques, c'est important de le dire. Parce que c'est très très long. Parce que c'est très très long, effectivement, de mettre au point des technologies deep tech. Et donc, c'est un premier critère qui est vraiment lié à la nature de la technologie que la start-up embarque dans ses produits, dans son procédé. Donc, technologie de rupture dans tous les secteurs d'activité, ça concerne vraiment tous les secteurs ? Absolument. Donc, on peut trouver des start-up deep tech dans le domaine de la santé. On en a à Grenoble. On a la société Iremems qui travaille sur des solutions pour l'incontinence urinaire chez les messieurs. Donc, voilà, on a des enjeux extrêmement importants du point de vue de la santé. On a des startups deep tech dans le domaine de l'environnement, bien évidemment, pour du stockage d'énergie, pour du traitement d'eau usée, pour du recyclage de matériaux. On aura l'occasion de l'illustrer juste après. On a des startups deep tech dans le domaine du numérique avec de l'intelligence artificielle, etc. Donc on est très transversal. Alors on va illustrer ces propos tout de suite avec deux témoignages. Sophie Rivoirard, d'abord, avec votre fameux projet Récup'Terre, développé au sein de l'Institut Néel, donc avec le CNRS. On est là sur des sujets très complexes qui concernent les terres rares, qui permettent de faire des aimants présents dans tous les équipements technologiques qui nous entourent. C'est bien ça ? C'est ça, oui. Donc, les terres rares font partie d'une classe de matériaux du tableau périodique. Donc, par exemple, le néodyme, le praséodyme, le dysprosium, le cérium font partie des terres rares. Et parmi ces terres rares, une est particulièrement importante, c'est le néodyme. Et elle rentre donc dans la composition des aimants permanents, donc tous les aimants qui sont utiles dans nos nouvelles technologies de l'énergie, les disques durs, les moteurs électriques, de voitures, de vélos, d'éoliennes, etc. Donc on a ces aimants qui sont présents dans notre disque dur. On va faire simple. D'ailleurs, c'est l'exemple que vous avez devant vous. Et l'objectif de votre recherche, c'est de récupérer les terres rares qui sont dans les aimants qui sont sur ce disque dur. C'est ça ? C'est ça. Donc, les terres rares sont une ressource qui est de façon primaire exclusivement ou quasiment exclusivement extraite en Chine. Donc, un des moyens que l'on a pour avoir accès à des gisements importants de terres rares, c'est de recycler l'aimant. Donc, par exemple, dans un disque dur, c'est l'aimant qui se trouve ici, sous la tête de lecture du disque dur. Et dans notre procédé, qui consiste à soumettre ce disque dur à un traitement à l'hydrogène, l'aimant va d'abord se transformer en poudre, comme on peut le voir ici dans la première étape du procédé. Puis cette poudre va décomposer l'alliage et par une dernière étape de séparation magnétique,
on pourra séparer et trier d'un côté les composés de terres rares et de l'autre les composés ferreux qui ont une valeur moins intéressante. Donc on casse cet aimant, on sépare les terres rares qui sont à l'intérieur, on les isole pour pouvoir les réutiliser. C'est ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir un gisement de terres rares en Europe à partir de matériaux et qui sont des déchets et des produits en fin de vie. Bon, alors dit comme ça, effectivement, c'est très schématique, ça peut paraître simple. On est à quelle échelle, là ? Alors pour l'instant, oui, c'est un projet qui est en phase de maturation, donc accompagné par la SAT de Grenoble, où on travaille sur quelques centaines de grammes. Et donc l'objectif de notre projet, c'est de démontrer cette preuve de concept pour éventuellement passer en phase d'incubation et de création d'entreprise. Alors là, on a pris l'exemple du disque dur, mais il y a des aimants dans les moteurs de véhicules électriques, dans les éoliennes, évidemment, en quantité beaucoup plus importante. Tout à fait. Donc pour l'instant, notre gisement actuel, qui est volumineux, mais qui individuellement représente des faibles quantités, puisque dans un disque dur, on a 3 grammes de terres rares, peut évoluer de façon significative, puisque dans un moteur électrique, ça va plutôt se compter en dizaines de kilos, et dans un moteur d'éolienne de plusieurs mégawatts, ça va se compter en tonnes. Bon, alors le fait de casser cet aimant, ça se passe dans des énormes fours. C'est les fours qu'on voit là. C'est pas, on ne prend pas un marteau pour casser les aimants. C'est ça. C'est un traitement avec des installations industrielles qui nécessitent des investissements importants. Voilà, et toute votre recherche repose sur ce fameux procédé-là. Comment on casse ces aimants. Il faut dire que l'enjeu est très très important parce qu'aujourd'hui, ces terres rares, elles viennent quasiment toutes de Chine. C'est ça. En fait, les ressources en terres rares sont assez dispersées sur la planète, ne sont pas exclusivement en Chine. En revanche, l'extraction est à plus de 80% essentiellement en Chine pour des questions de coûts. Donc les terres rares chinoises sont extraites à des coûts très faibles et qui ne permettent pas d'être compétitifs pour d'autres types de mines ailleurs dans le monde. Donc retraiter nos propres aimants ici, ça permettrait de sécuriser cet approvisionnement. C'est ça. Il y a un enjeu très important pour l'Europe, puisque ces aimants sont utilisés dans toutes les technologies de l'énergie. Et donc, on doit pouvoir se passer de ce monopole chinois soit en diversifiant évidemment les sources d'approvisionnement, soit en misant justement sur les aspects recyclage. Sur ce recyclage. Alors, deuxième exemple de ces deep tech avec Camille Crouzet. Votre projet, c'est Imagine précisément, développé avec l'Institut ISTER, Institut des sciences de la Terre à Grenoble. Là aussi, c'est un peu complexe. Vous travaillez sur un procédé qui consiste à produire de la magnétite pour traiter les eaux usées. C'est ça. Donc magnétite, comme son nom l'indique, en fait c'est magnétique. Et en fait il s'agit d'un oxyde de fer magnétique qu'on produit grâce à un procédé de recyclage où on va venir valoriser en fait des déchets ferreux qui viennent principalement de la sidérurgie. Et avec ce matériau magnétique à la fin, donc là il y a un exemple, on va venir essayer de dépolluer les eaux. Donc voilà, le matériau magnétique, on peut s'amuser avec un aimant avec. Donc et ça c'est la magnétite. Allez pas trop vite, montrez-nous bien. C'est de la magnétite, une petite poudre noire. C'est magnétite. Donc là j'ai un aimant, néodyme. Et puis voilà. C'est magnétique, donc effectivement, quand on met un aimant, on l'attrape. Très bien. Donc cette magnétite, après, on la mélange à de l'eau impure. Voilà. Donc là, je vous ai proposé un petit démonstrateur qui est en fait un colorant en bleu de méthylène, dans lequel on est venu ajouter notre matériau réactif. Et puis donc la réaction, je l'ai faite avant de venir. Mais en fait, si on sépare les aimants à la fin, on voit que ça, c'est spectaculaire. On a perdu la couleur. Et en fait, la couleur est venue absorber sur les particules de magnétite. Voilà, la magnétite qu'on a mis dans l'eau polluée, en fait, est absorbée, je vais dire moi, mais vous allez employer... Alors, en fait, c'est le colorant qui est absorbé sur la magnétite. Et en fait, on peut comparer ça à un filtre ou un filtre à sable dans vos piscines. C'est un peu le même principe. Et du coup, quand on aimante la magnétite, on peut la récupérer et la réutiliser. Voilà. Et donc, on peut la récupérer et on peut venir réextraire le colorant ailleurs et puis recycler cette magnétite dans le procédé de traitement. Alors, effectivement, c'est toute cette partie-là que vous avez mise au point, ce procédé qui consiste à de la limaille de fer arriver à la magnétite, c'est ça. C'est ça. Et donc, il s'agit d'un procédé dans lequel on va venir en fait convertir tout le fer qui est dans ces déchets. Alors, les déchets de fer, c'est très varié. La sidérurgie est un très gros producteur de coproduits de déchets ferreux, mais ça peut aller jusqu'à des déchets où il y a 98% de fer. Et donc, ce fer, on va entièrement le convertir, peu importe son origine, en magnétite, qui est un oxyde de fer, donc du fer et de l'oxygène. Alors, ce procédé de conversion, il est un peu compliqué. Il faut mettre tout ça sous pression, à des températures précises, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on réalise une oxydation qu'on dit hydrothermale. En fait, on va faire l'oxydation dans de l'eau, dans de l'eau chaude. Et pour maintenir cette eau chaude, en fait, on va utiliser un réacteur qu'on appelle un autoclave, qui peut être comparé à une cocotte minute, où l'objectif, c'est de chauffer de l'eau à 200 degrés, mais de la garder liquide et pas qu'elle s'évapore. Donc, on met un couvercle, on ferme et on rend ça de manière étanche.
Alors, votre start-up vous serez là au Forum 5i, votre start-up est en phase de recherche de partenariat là, C'est ça, donc là on est en cours de création, on espère créer d'ici l'été. Et puis donc on va au Forum 5i principalement pour chercher des partenaires, alors industriels mais également financiers. Et puis pour rencontrer aussi les locaux qui sont liés à l'entrepreneuriat en général. Alors que vous, Sophie, on en est encore un peu avant. Vous êtes encore dans cette phase de réflexion et de perfectionnement du procédé. C'est ça, on est à la fois dans la preuve de concept pour essayer d'améliorer le rendement de notre procédé et d'abaisser les coûts de production, et également en recherche de partenaires dans le cadre du Forum 5i pour trouver des applications pour le mélange de terres rares qu'on produit. C'est finalement deux illustrations qui tournent autour de l'économie circulaire, ce fameux recyclage dont tout le monde parle. Oui, alors je ne sais pas si on a les mêmes contraintes, parce que moi, les contraintes, en fait, j'ai beaucoup de déchets. Et le problème, c'est plutôt, effectivement, comment je vais vendre les matériaux que je produis après ce recyclage. Les déchets sidérurgiques, ça peut aller jusqu'à plusieurs millions de tonnes à l'échelle française. Et la France, c'est 1% de la sidérurgie mondiale. Donc si on extrapole, on peut aller très loin. Mais là, votre procédé, vous allez pouvoir le vendre facilement. On pense aux usines de traitement des eaux. Maintenant, l'enjeu est d'arriver à changer d'échelle, en fait. Aujourd'hui, on arrive à produire jusqu'à 200 kilos par an, si on travaille à continu. Mais il faut qu'on arrive à traiter plusieurs milliers ou dizaines de milliers de tonnes par an. Sophie, vous aussi, cette économie circulaire, on voit bien l'intérêt et l'enjeu du recyclage. C'est ça. Pour nous, les choses sont un peu différentes au sens où il y a très peu de matière à traiter pour l'instant et que les volumes sont essentiellement extraits des mines primaires. On estime à environ 1000 tonnes par an les terres rares, enfin en tout cas le néodyme qu'on pourrait récupérer en Europe, mais ça représente des revenus extrêmement importants. Pour 1000 tonnes par an, on pourrait estimer à environ 40 millions de dollars le revenu généré. Donc ce sont de très faibles quantités qu'il faut aller chercher dans des gisements très dispersés et très difficiles à collecter, mais qui en revanche peuvent générer des revenus très importants. Les Deep Tech, ces deux projets seront présents dans la vitrine technologique du Forum 5i à Grenoble le 31 mai prochain. Une vitrine qui met en lumière 12 innovations Deep Tech au total. Stéphanie, on voit bien ces Deep Tech là. C'est même pas l'innovation d'aujourd'hui, c'est vraiment celle de demain ou après-demain. Il faut vraiment avoir 2 coups d'avance. Il y a plusieurs choses qui me frappent. C'est qu'effectivement, vous le disiez, madame, tout à l'heure, c'est que c'est des dizaines d'années pour inventer de nouveaux procédés. Ensuite, il faut effectivement passer du procédé scientifique, entre guillemets, académique, comme vous le disiez, au procédé industriel, parce que c'est pas le tout de trouver la façon d'extraire des terres rares, ce qui, pour moi, c'est un truc de génie, ce truc-là. C'est un truc de génie, voilà, j'en suis convaincue. Sauf que, effectivement, si ça coûte plus cher à produire, si ça dépense plus d'énergie que ça n'en économise, voilà, il y a quand même... voilà. Et puis, je trouve que le clin d'œil, vous l'avez très bien dit, Christophe, quand on parle d'économie circulaire, on imagine toujours des babas qui vont chercher leurs tomates dans une AMAP avec des tongs et les enfants qui ramassent les fraises. Là, on voit que l'économie circulaire, c'est aussi un contenu technologique potentiel qui est absolument gigantesque. Et puis après, on peut imaginer des modèles économiques, notamment sur le sujet des terres rares. Vous avez raison. Si on pense, bien sûr que les éoliennes, il faudra d'autres procédés pour aller récupérer les terres rares. Les dizaines de milliers de PC dans lesquels on peut aller les récupérer, on peut imaginer d'autres procédés. Enfin, c'est passionnant en tout cas. Merci à tous. Merci d'être venus sur notre plateau. Christine Vaca, Sophie Rivoirard, Camille Crouzet. Bonne chance pour la suite. Dans un instant, on revient sur un sujet très concret, le maintien à domicile. Le groupe Medialp en a fait sa spécialité. Créé il y a tout juste 40 ans, il compte une vingtaine de points de vente et une centaine de collaborateurs. Son président est avec nous. On fait une courte pause, à tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Stéphanie Pay, notre consultant. Et dans un instant, Medialp, un groupe basé à Grenoble, spécialisé dans le matériel de confort médical, en location ou en vente. 15 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cette entreprise, dont le cœur de métier est donc le maintien à domicile. Avant cela, il y a la traditionnelle question de l'internaute. Vous le savez, dans Classe Affaires, vous pouvez poser votre question à Stéphanie Pay. Stéphanie, une question de Sylvie qui veut savoir ce qu'est l'épargne à l'arrondi. Eh bien, Sylvie, Christophe, c'est très simple, parce que je vois que Christophe ne sait pas trop non plus. Il s'agit d'arrondir vos dépenses par carte bancaire à l'euro, voire la dizaine d'euros supérieure. Et donc, le delta entre le prix réel de ce que vous achetez et ce que vous allez payer
est économisé directement. Donc c'est un principe de tirelire, c'est l'argent qui reste des commissions. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Exactement. Et c'est né il y a quelques années aux États-Unis. Ça commence à arriver en France tout doucement. Donc voilà, c'est pas inintéressant comme méthode d'épargne indolore. Et donc ça, si on est intéressé, on fait la demande à sa banque? Oui, je ne suis pas sûre que toutes les banques soient encore capables de le faire. Il y a des startups, il y a Birdicent et Yield en France qui font ça. Et puis la néobanque britannique Revolut qui a annoncé qu'elle était en ordre de marche pour le faire dans 25 monnaies et 3 crypto-monnaies. Voilà Bitcoin, Ether, Litecoin. L'épargne à l'arrondi. Voilà. Merci beaucoup, merci Stéphanie, merci Sylvie pour cette question. Si vous aussi vous voulez poser une question à Stéphanie, n'hésitez pas à lui écrire classeaffaires@telegrenoble.net, c'est son adresse. Le maintien à domicile et le handicap, cœur de métier de Medialp. Ce groupe grenoblois est né il y a tout juste 40 ans, spécialisé dans la vente et la location de matériel de confort médical. Avec une centaine de salariés et une vingtaine de points de vente, Medialp est présent du Rhône au Vaucluse, de l'Ardèche à la Savoie. Et son président est avec nous, Yves Lemaître. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, 2 grands métiers principaux, même s'il y en a plus quand on voit le nombre de salariés que vous avez. C'est ça. Le matériel médical est cloisonné en différents secteurs d'activité. On peut dire vraiment que le cœur de métier, c'est ce qu'on appelle le maintien à domicile, avec bien entendu tous les dispositifs médicaux et l'équipement pour accompagner les particuliers chez eux, on va dire, dans un besoin de dépendance. Et puis le handicap aussi, qui est une grosse partie de l'activité de l'entreprise. C'est ça. Donc, en fait, le handicap, c'est vraiment cloisonné sur un secteur d'activité qui concerne les personnes handicapées moteurs actives. C'est la particularité, c'est les gens qui ont une activité. Donc, c'est un petit peu ce qui cloisonne un petit peu le métier avec le maintien à domicile, qui est vraiment la dépendance à domicile. Donc, Medialp est né il y a tout juste 40 ans, en 78. C'est votre maman qui a créé l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un marché évidemment en pleine croissance avec le vieillissement de la population, avec les politiques de santé basées sur l'ambulatoire. Eh bien, c'est ça. On est un peu dans une période de papy-boom. C'est toutes les naissances après-guerre qui vont faire beaucoup de personnes âgées dans les 15 ans à venir. Il y a une pointe démographique. Alors, on peut considérer que le marché est porteur dans ce cadre-là, parce que, à commencer par l'État, qui va devoir gérer ça financièrement, c'est un vrai enjeu. Et puis, évidemment, l'hôpital aussi, qui est au cœur de l'actualité, je crois, sur la complexité des enjeux hospitaliers. Donc, évidemment, tout ce qui concerne l'hospitalisation à domicile est vraiment au cœur de l'actualité et normalement en pleine croissance. Votre maman a eu du flair il y a 40 ans en créant cette entreprise. Concrètement, quel type de matériel vous proposez ? Alors, l'idée, c'est d'évaluer la dépendance, le besoin en dépendance de chaque personne, parce que on est vraiment dans un diagnostic à la personne pour pouvoir faire un accompagnement des dispositifs médicaux et des besoins au domicile. On va dire il y a un travail un petit peu d'ergothérapie, d'évaluation du besoin au domicile. Donc, on va dire que le matériel principal, on va dire, c'est le lit médicalisé. C'est un petit peu ce qui tourne autour de ça. Et puis, on va avoir toute une liste de dispositifs médicaux et puis une liste de matériel consommable, comme l'incontinence, donc tout ce qui va être les poches à urine, les besoins et autres. Donc, dans les dispositifs médicaux, le lit, le fauteuil, le lève-personne, le matelas prévention d'escarres et tout ce qui va reconstituer la chambre d'hôpital. Alors aujourd'hui, Medialp, c'est, je le disais, une centaine de salariés, une vingtaine de magasins sur le sud-est. Présentation avec Olivier Escalon. Medialp, c'est le spécialiste de la vente et de la location de matériel pour le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Créée il y a près de 40 ans au 176 Courberia à Grenoble, l'enseigne a fait des petits, une vingtaine de magasins principalement situés en région Rhône-Alpes. Alors nous avons une partie de notre clientèle qui est due juste au bouche à oreille et au passage magasin, parce que la personne n'habite pas très loin et qu'elle rentre spontanément dans le magasin. Et puis après, vous avez tous les patients qui nous sont envoyés par des médecins, des infirmières, les ergothérapeutes, et qui nous sollicitent parce qu'elles sentent que leurs patients ont besoin d'avoir un environnement adapté pour être bien maintenus à domicile.
Medialp travaille également avec des acteurs institutionnels, EHPAD, hôpitaux et résidences pour personnes âgées. À ce titre, elle coopère de façon régulière avec le CCAS de Grenoble. Elle vend de nombreuses références dans tous les aspects du maintien à domicile, ameublement, contention, hygiène ou nourriture hyperprotéinée par exemple. Pas de problème, monsieur Content, on vous envoie ça tout de suite. Merci, belle journée. Puis, une vingtaine de livreurs se chargent d'acheminer et d'installer les produits si besoin. Eric est client depuis plus de 25 ans. Il reçoit une livraison de consommables environ 2 fois par mois. Avec l'aide de la société, il a aménagé son appartement pour se faciliter le quotidien. Quand on est en situation de handicap, on a besoin essentiellement de petites choses d'aide à la vie quotidienne, de petits matériels, mais également des matériels un peu plus conséquents comme un lit médicalisé à hauteur variable, un appareil de levage, un lève-personne, un fauteuil de douche par exemple. Et du coup, Medialp non seulement fournit ce matériel, mais également un service d'entretien. Et franchement, je suis totalement satisfait de leur service. C'est pour ça que je suis toujours resté avec eux. Medialp compte 90 salariés. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 14 500 000 €, dont 4 millions grâce à la location. Yves Lemaître, on voit bien le domaine d'activité de l'entreprise, mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup de métiers avec un impératif, c'est la réactivité et la proximité. Alors, on vend et on loue du besoin. Donc le besoin, quand on rentre dans le cycle du médical, c'est... Si on trébuche en sortant d'ici, forcément, tout un système médical se met en route. Et forcément, quand on a besoin d'une paire de béquilles, d'une attelle ou tout ce qu'il faut, ou n'importe quel dispositif médical, eh bien forcément, la notion d'urgence se met en route. Voilà. Et puis jusqu'à l'accompagnement donc, de ces hospitalisations qui sont parfois raccourcies aussi en urgence. Donc forcément, on a un service, on va dire, ultra réactif, qui permet de faire des installations, pas en temps réel, mais quasiment, quoi, avec beaucoup de... Et permanent, n'importe quand, quasiment. Alors, on a des points de vente avec des horaires d'ouverture magasin, on va dire, pour toute la partie, on va dire, qui peut être vue en magasin. Et puis après, évidemment, un service d'astreinte, 24/24, 7/7, pour pouvoir faire des installations par le biais de nos partenaires, nos besoins, ou tous nos prescripteurs, demandeurs, on va dire, dans un cadre d'urgence, parce que une chute peut arriver aussi le samedi, le dimanche. Bien sûr, ou le soir très tard, évidemment. Alors on l'a compris, l'un des savoir-faire de l'entreprise, c'est l'accompagnement, le conseil, notamment lié au handicap, une activité qui est essentielle dans la vie de l'entreprise. Le pôle handicap de la société Medialp vend et entretient le matériel destiné aux personnes en situation d'invalidité. Son cœur de métier, c'est le fauteuil roulant. Cas pratique avec Aurélie, dont le fauteuil fait des siennes et qui envisage de le changer. Elle est reçue par Lionel, commercial dans la société depuis 17 ans. Ensemble, ils établissent un cahier des charges en fonction de la pathologie des activités et du cadre de vie d'Aurélie. Alors, première étape, c'est un premier rendez-vous, un premier contact, quand je ne connais pas la personne, c'est de discuter avec elle sur déjà son handicap, ce qu'elle veut faire avec son fauteuil, son environnement, d'accord, parce que l'accès domicile, etc., ça va changer éventuellement de modèle de fauteuil, et ensuite ses activités, en fonction de ce qu'elle veut, entre aller se balader aux champignons et éventuellement travailler, etc., quoi. Donc tout ça fait qu'on va faire un cahier des charges et déterminer réellement le fauteuil le plus adapté à la personne. Notre cliente essaye les 3 catégories de fauteuils, 6 roues pour une grande mobilité, propulsion pour passer partout et traction pour un équilibre entre intérieur et extérieur. Je lui demande de pouvoir faire beaucoup de kilomètres, de rouler vite, parce que j'aime pas quand ça traîne, et il faut qu'il soit maniable. Parce que j'habite dans un endroit un peu exigu et si je ne peux pas rentrer mon fauteuil dans mon appartement, ce n'est pas possible. Le choix d'un fauteuil ne se fait pas par hasard. Il revêt une importance centrale pour son propriétaire. Ah bah c'est un peu comme vous, vos jambes. Il n'y a pas d'autre mot, je ne peux pas l'expliquer autrement. C'est vous avez votre jambe pour vous déplacer. Moi, si je n'ai pas le fauteuil, je ne fais rien du tout. Bah oui, on vend pas un fauteuil roulant comme on vend un véhicule, parce que le fauteuil roulant, c'est vraiment la mobilité de la personne, c'est vraiment, ça remplace ses jambes. Donc du coup, pour eux, c'est essentiel.
Une panne peut avoir des conséquences pénibles. En la matière, la fiabilité est fondamentale, c'est pourquoi Medialp propose l'entretien, la réparation et le dépannage à domicile, accessible via un numéro d'urgence disponible 7 jours sur 7. Aurélie choisit finalement ce modèle de fauteuil à traction avant. Elle le testera pendant 1 semaine pour s'assurer qu'il convient à ses besoins. Il devra également être validé par un ergothérapeute. Medialp, une entreprise de 90 salariés, chiffre d'affaires de 14,5 millions, 10 millions pour la vente en gros, hein, et 4 millions pour la location. C'est une activité économique, mais j'ai envie de dire, on a l'impression que c'est avant tout un engagement. C'est un petit peu ça, hein. C'est un commerce, mais avec une connotation sociale très très importante. C'est-à-dire que la majeure partie de nos partenaires ont des patients, hein, quand nous avons des clients, mais on ne peut pas occulter que ce sont avant tout des patients, hein, parce qu'on ne peut pas vendre un fauteuil roulant comme on vend une télé chez Darty. C'est pas tout à fait les mêmes enjeux, hein. Ça a été parfaitement expliqué dans le... Vous avez aussi, je crois, d'ailleurs des partenariats avec les clubs sportifs, hein, des engagements auprès des clubs sportifs. Alors c'est ça, hein, c'est un petit peu la même notion, la notion de service autour des sportifs qui ont des problèmes, alors d'ordre moindre, hein, puisque c'est plus de l'orthopédie, petit appareillage, avec un vrai suivi des clubs sportifs, des entraîneurs, et on s'est aperçu que dans certains cas, on a pu prolonger un joueur d'une saison ou lui permettre de jouer certains matchs parce qu'on avait installé la bonne attelle qui lui a permis, soit en préventif, soit en curatif, de se soigner au plus vite. Stéphanie, cette entreprise, je le disais, hein, est portée par le contexte. Hein, la Silver Economy est estimée à 92 milliards d'euros par an en France. Oui, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les terres rares. C'est un marché qui est super porteur. Mais je crois que c'est au-delà de la boutade. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que chaque cas est unique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la... Même pour l'activité vente, entre guillemets, on n'est pas dans de la vente. Enfin, on est dans du conseil, on est dans de l'accompagnement. Chaque pathologie, chaque handicap est complètement différent. Enfin, c'est vraiment là, je pense que c'est par définition une activité dans laquelle il peut y avoir zéro sur mesure. Et donc, qui suppose d'avoir des collaborateurs chez vous qui sont quand même très, très à l'écoute. Il ne suffit pas de connaître le matériel, quoi. C'est plus que du conseil, c'est de l'accompagnement, finalement. C'est exactement ça. On est un petit peu dans la logique du médecin, hein, c'est-à-dire que la part diagnostique est très importante. Hein, donc, diagnostic, conseil, et puis, voilà, après, il faut ouvrir le Vidal et puis trouver le bon médicament. Mais c'est bien, l'idée est bien là, quoi. Donc pour l'instant, on n'achète pas encore son fauteuil roulant sur Internet. Ça s'appelle Medialp. Merci beaucoup Yves Lemaître d'avoir été avec nous. Merci Stéphanie. Classe Affaires à voir et à revoir sur télégrenoble.net. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite sur les réseaux sociaux, sur le web pour le petit supplément de Classe Affaires. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.